à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sixtine et aujourd'hui avec MyFuture, on vous propose de découvrir un nouveau live métier. Alors qu'est-ce que c'est un live métier? Pour ceux qui l'ignorent, c'est vraiment un moment, un échange, une interview avec un professionnel qui va venir nous parler justement de la réalité du terrain, de qu'est-ce qu'il fait vraiment plus en détail. On va revenir un petit peu sur les tâches au quotidien, sur la journée type, sur ce qu'il préfère dans son métier, etc. Mais je vais pas vous spoiler le sommaire qui arrive juste après. Mais voilà, en gros, c'est vraiment pour vous aider avec votre orientation, pour mieux comprendre tous les métiers qui nous entourent, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des métiers dont on connaît l'intitulé du poste, mais qu'on ne connaît pas vraiment en détail. On ne comprend pas vraiment comment ça marche réellement. Voilà, c'est un petit peu notre engagement avec MyFuture, vous faire découvrir ces métiers. Aujourd'hui, on est en partenariat avec la Caisse des dépôts, qu'on remercie aussi de ce partenariat parce que ça va nous permettre de découvrir plein d'autres métiers. En modération, on a aussi Cindy. N'hésitez pas à lui dire bonjour. Je ne sais pas pour s'il y a des établissements qui étaient déjà là lors de l'atelier qui s'est fait l'heure juste avant. Donc, il y avait justement Cindy et Estelle. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous étiez déjà présent lors de l'atelier. En tout cas, le chat, justement, information très importante, il faut absolument commenter. Voilà, je vous donne une mission, c'est vraiment de commenter, que vous soyez en classe, chez vous ou sur des ordinateurs, n'hésitez vraiment pas à dire voilà, qui vous êtes, de quel établissement vous êtes, de quelle région vous venez. Tout ça, ça nous intéresse réellement. Aujourd'hui, c'est vraiment, on cherche à vraiment faire une cohésion, qu'on soit tous ensemble. Donc, je compte sur vous pour animer ce chat avec Cindy, du coup en modération, pour réexpliquer, qui sera là un petit peu pour reformuler les phrases un peu compliquées ou les choses importantes que vous auriez pu louper, parce que peut-être qu'on va aller un peu rapidement dessus. Donc n'hésitez pas aussi à lui poser des questions. J'en profite pour dire bonjour au collège et au lycée qui nous ont rejoints. Donc nous avons le collège Hérambert, le collège Saint-Joseph de la Madeleine, Notre-Dame-la-Salle, l'école Iris, le collège Marcelin Berthelot, le lycée Sonia Delaunay, le collège ou lycée, je ne sais pas, de Martin Luther King, le collège Georges Brassens, et puis surtout le lycée Niepce Baller qui a déjà mis son premier commentaire. Donc vous avez gagné la première partie, on verra qui arrivera à commenter, s'il y a d'autres établissements qui arriveront à se réveiller aussi. Je compte sur vous pour en tout cas me sortir vos meilleurs commentaires et voilà, donc posez toutes vos questions. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire. Le voici qui s'affiche telle une présentatrice météo, j'adore cette expression. On va commencer par voir en quoi consiste le métier de l'interviewé du jour, le cas concret pour mieux comprendre en détail. On va voir quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier et ce qu'il aime un peu moins. Et enfin, on reviendra sur une anecdote cette fois-ci. Ce n'est pas un cliché, mais une anecdote qui a pu marquer le parcours, en tout cas, du professionnel du jour que je vous propose de rencontrer dès maintenant. Il s'agit d'Eliott. Bonjour Eliott, comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous, ça va très bien, j'espère que ça va pour vous aussi. Ça va très bien, moi de mon côté oui, de leur côté n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc alors Eliott, il y a ton intitulé de poste qui vient de s'afficher, ingénieur sécurité. Alors c'est vrai que ce qui est bien avec ton métier, moi je n'y connais absolument rien, mais c'est vrai que quand on rencontre un ingénieur, on se dit tout de suite qu'est-ce qu'il fait. On se doute tout de suite, ça met tout de suite un climat d'une personne qui connaît beaucoup de choses, qui gère énormément de choses. Mais alors qu'est-ce que c'est être ingénieur en sécurité, si tu peux nous le résumer de la manière la plus simple possible? Alors c'est une très bonne question. L'intitulé c'est ingénieur sécurité, mais il faut entendre cybersécurité. Je Ok. fais pas de sécurité physique, par exemple. C'est uniquement de la sécurité informatique. Et c'est un métier qui cherche à protéger les infrastructures informatiques des clients. Et vu que c'est un métier d'ingénieur, c'est globalement une formation cadre, D'accord. avec des postes à responsabilité. Ok, forcément. Donc, ça veut dire en gros que tu fais un peu la police d'Internet, entre grands guillemets, sur certaines choses. Alors ça peut sonner comme ça. En réalité, c'est se tenir à l'écoute de ce qui se passe en termes d'attaque informatique. Quelles tendances sont utilisées pour pirater des clients ou des individus et mettre en place des contre-mesures qui permettent de protéger les parcs informatiques.
D'accord, ok. Ok, mais c'est super intéressant en fait, parce que là vraiment on dirait un film de cow-boy un peu, faut aller chercher comment ils font, comment les voleurs font pour rentrer. Donc qu'est-ce que, par exemple, lors d'une attaque informatique, quels sont les risques que tu vas rencontrer? Donc tu nous as partagé des photos, donc je les affiche en même temps, comme ça on va pouvoir en parler. Mais du coup, quels sont les risques? Ça va être que je sais pas, on peut dire ça des hackers? Comment on les appelle? Des Ça peut être pirates? des hackers. En français, on aura tendance à traduire en attaquant. Des attaquants, d'accord. Alors C'est ces ça. attaquants, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Ils cherchent des informations spéciales, je sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent chercher? Alors, on les classe, nous, entre guillemets, les gentils, entre plusieurs catégories. Et globalement, les attaquants, ils sont dans trois groupes. Soit c'est des groupes étatiques qui font du contre-espionnage ou de l'espionnage industriel. Ouais, Euh, Il y a les attaquants qui sont motivés simplement par le gain économique, ouais, qui vont perturber les infrastructures des entreprises et qui vont leur demander des rançons ah ouais, pour carrément. vivre. Et il y a le dernier groupe qui est un peu plus restreint. Ça sera des attaquants de réputation entre guillemets ou de l'activisme. On peut voir ça comme ça aussi. Où ça sera pas forcément un intérêt monétaire, mais plutôt de réputation ou de montrer ses capacités. D'accord, ok. Et puis pour s'entraîner aussi, j'imagine un peu de se dire, de se challenger, de dire, ah, j'ai réussi à prendre le contrôle de quelque chose. Alors oui, ça a l'air euh, intéressant et très romantisé, mais il faut quand même rappeler que pénalement, c'est répréhendé et qu'on n'est pas censé rentrer dans les systèmes d'information de n'importe qui comme ça. C'est sûr, merci de le rappeler. C'est clair que la loi là-dessus, on essaie de protéger. Je pense qu'elle était obsolète il y a quelques années, mais elle commence à se renforcer justement avec des métiers créés comme le tien, qui vont vraiment venir un petit peu sécuriser ce qu'on fait sur Internet, parce qu'au final, on s'en rend pas compte. Mais comme tu nous l'expliquais, il y a beaucoup d'attaquants, qui soient gentils ou un peu plus méchants, comme tu expliquais. Faut quand même faire attention là où on va. C'est ça, et tu fais bien d'en parler parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en France, on serre les vis en termes de sécurité informatique. C'est ce qui entre guillemets génère euh, la demande des entreprises sur les profils ingénieurs cybersécurité. Et ça vient du fait qu'il y a un passif où la cybersécurité n'était pas forcément un enjeu majeur euh, auparavant. Et maintenant que ça le devient, il y a un historique à rattraper. Il faut compenser les carences des choix de développement, par exemple. Ouais, là Et aussi. il faut se tenir à jour. Euh, il faut se tenir à jour pour contrebalancer les capacités des attaquants. Bien Donc, c'est la sûr. première image que je vous avais montré qui est un journal assez populaire chez nous, qui est Hacker Ouais. News, où globalement, une partie de notre travail consiste à faire de la veille technologique, qui est se tenir au courant de qu'est-ce qui est exploité dans la nature, qu'est-ce que les attaquants cherchent à faire et comment ils le font pour pouvoir identifier comment nous on peut y réagir et comment nous on peut mieux protéger les clients. D'accord, et ça, est-ce que par exemple, moi qui connais pas grand-chose de la technique, est-ce que c'est accessible pour moi? Hacker News, c'est un public niche où on va être assez Ouais, technique et on va expliquer, mais il y a beaucoup de vulgarisation parce que ok. justement il y a un enjeu pédagogique derrière ça pour que n'importe qui puisse être capable de s'approprier les enjeux de cybersécurité. Donc il faut Hmm. être capable de vulgariser et il y a soit un état de l'art souvent sur YouTube qui permet d'expliquer euh, c'est quoi les problématiques de cybersécurité actuellement et Ok, donc il y a et des il y a du possibilités. journal spécialisé aussi qui fait de la vulgarisation. Ok, bah alors on a déjà pas mal de commentaires dans le chat, ça fait plaisir, ton métier intéresse. On a Nicolas qui te demande, bonjour, est-ce que tu utilises le cryptage des données pour assurer leur protection? Alors oui, je vais être embêtant là-dessus parce que nous on aime bien être embêtant dans notre milieu. Cryptage, ça veut dire on chiffre une donnée mais on ne connaît pas la clé pour la déchiffrer. Donc on parle de chiffrement.
D'accord. Donc là où je travaille à Storm Shield, on a un produit qui s'appelle SDS qui garantit la protection des données et qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire que on chiffre la donnée au moment de l'émission avec une clé particulière que seul le destinataire dispose pour que Ok. l'objet qui est chiffré ne soit disponible que à destinataire et à son expéditeur. Donc oui, on chiffre des objets, Ok, c'est un petit peu justement. comme faire un code secret en fait. C'est ça. D'accord. Ok. Ok, très bien. On a une autre question de Ilan qui te demande quelles sont les attaques les plus fréquentes. Les attaques les plus fréquentes, en tout cas ce que moi je vois le plus, c'est ce que nous on appelle du maldoc, c'est-à-dire des documents qui ont été paramétrés, Ah, j'entends documents Word, Excel, ce genre de choses, euh, pour contenir une charge virale qui va s'exécuter au démarrage du document. hmm, Et ça, Microsoft, puisqu'on parle de la suite Office en fait, a serré les vis très récemment. Donc on commence à voir que les attaquants migrent d'une technique vers une autre, mais ces 2-3 dernières années, par exemple, c'était envoyer un maldoc à des personnes vulnérables et abuser de leur confiance pour leur faire démarrer le document. ah, c'est vrai, ça je me souviens très bien de ça, et puis même par mail, ce genre de choses, les hameçonnages un petit peu. Mais moi je sais que quand j'étais au collège, je m'étais fait pirater mon ordinateur à cause d'une clé USB, où dessus il y avait justement un PowerPoint que je devais passer en classe, et en fait je l'avais passé à une amie qui elle avait son ordinateur piraté, et en rentrant les données en tout cas dans la clé USB, ça l'avait piraté. Et ça je me souviens que j'avais trouvé ça horrible parce que je m'étais dit en fait ça peut circuler partout ce genre de virus. Oui, ça c'est ce que nous on appelle des vers. Euh, et ils ont tendance à cibler spécifiquement de la réplication. Donc ça veut dire s'installer sur tous les disques disponibles d'un ordinateur, y compris les clés USB. C'est une méthode Ok. de propagation. D'accord, mais en tout cas, ça me rassure ce que tu nous dis là, c'est que de plus en plus, on met les moyens en place pour contrer ces attaques. Parce que c'est vrai que c'est stressant quand tu nous dis ça, enfin quand on s'imagine qu'il y ait autant d'attaquants en fait. Alors oui, il y a autant d'attaquants, mais il faut se dire qu'en fait, c'est une espèce de guerre froide, on va dire, puisque la majorité des personnes ne sont pas forcément conscientes de ce qui se passe, Mm. où il y a les éditeurs de logiciels de sécurité ou les éditeurs de logiciels en général qui comprennent leurs erreurs et qui les corrigent en permanence, et les Mhm. attaquants qui continuent de chercher d'autres erreurs à exploiter. Bien sûr. Donc en fait, doucement, on protège euh, un peu, on va dire silencieusement les utilisateurs. Bien sûr, ok. Ouais, c'est un peu une guerre que nous on voit pas, une guerre C'est ça. invisible pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Ok, très bien. Donc on va, avant de repartir un peu plus en détail sur ton métier, parce que je pourrais passer la journée à te poser des questions, ça me passionne. On va repartir un petit peu sur les photos que tu nous as partagées. Donc là, je vois un open space, c'est là où tu travailles. Oui, c'est la typologie de l'endroit où nous on travaille. Il faut pas se dire par exemple qu'un ingénieur informatique ou cybersécurité c'est un métier solitaire. Ouais. Au final c'est un métier assez social. Donc on est en open space avec nos équipes, parfois avec d'autres équipes. Et en tout cas c'est le cas de Storm Shield où maintenant on développe le télétravail. On a plusieurs sites à Paris, à Lille et à Lyon. Moi je suis sur le site de Lyon. Ok. Et donc, on utilise aussi des outils du numérique pour la communication. Donc, ça sera nous, j'ai pris une capture de Zoom, on a tendance à utiliser Zoom, mais on passe aussi pas mal de temps à échanger avec nos collègues en télétravail ou sur d'autres sites. Ok. Ok, d'accord. Donc c'est cool. Ça veut dire que dans ton entreprise, si par exemple toi tu décides de partir vivre à Paris, mettons, tu peux toujours travailler pour la même entreprise. Oui, Ok, ça c'est bien ça. C'est pas, t'es pas bloqué à une ville. oui, oui. Et avec la crise du Covid, le télétravail s'est fortement accentué dans les entreprises du numérique Hmm. où maintenant il y a des allègements. En tout cas, notre entreprise, ça fonctionne comme ça. Il y a des possibilités, dans certains cas, de passer en télétravail complet. J'ai des collaborateurs, ils sont sur Grenoble,
ils sont à 5 jours ouvrés de télétravail et ils travaillent que de chez eux. Ok, c'est cool. C'est cool, ça permet de pouvoir choisir vraiment son mode de vie et son mode de travail, quoi. C'est C'est ça. pratique. Ok. Donc alors, qu'est-ce que tu nous as partagé d'autre en bas à gauche? Je vois introduction, mais qu'est-ce que c'est? Oui, en bas à gauche, c'est un article technique. C'est un Ok. peu la seconde étape de notre veille. On aura tendance à prendre le Hacker News ou du journalisme un peu plus haut niveau pour se renseigner. Ensuite, quand on se rend compte que des attaquants utilisent ce type de vulnérabilité, vu que nous, on est entre guillemets les gentils et qu'on a besoin de protéger, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et ça revient à dire, pour protéger d'une épée, il faut comprendre comment une épée ça fonctionne, comment ça tranche. Hmm. C'est exactement la même chose. Donc on va passer beaucoup de temps à faire de la documentation, à regarder l'état de l'art et se dire une vulnérabilité, elle fonctionne comme ça. Les moyens de l'exploiter, ce serait ça. Pour créer une protection, on passerait par ce type de protection. D'accord, ok, mais alors c'est compliqué, j'imagine. Bon, les possibilités sont infinies, mais je veux dire, si par exemple, là, je vais faire une espèce de métaphore, mais c'est un petit peu comme si enfin en gros, Internet, etc., c'était vraiment une piscine et qu'il y avait des attaquants qui arrêtaient pas de faire des trous dans la piscine pour qu'elle se vide. Et vous, à chaque fois, vous trouvez le moyen de boucher les trous pour pas que ça se vide, mais c'est sans fin en soi, parce que peu importe le moment, même quand vous pensez que c'est super protégé, etc., il peut y avoir des attaques. Comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que tu expliques ça parce que bah forcément on avance de plus en plus dans tout ce qui va être les choses sur Internet, enfin les progrès sur Internet. Comment est-ce que tu expliques justement le fait qu'ils trouvent toujours des failles? Ils trouvent toujours des failles parce qu'on a 30 ans d'informatique où la sécurité n'était pas forcément un des enjeux. Mm. Et maintenant, ça le devient. Donc, on passe par exemple à plein de langages de programmation où euh, il y a une vérification automatisée de ce que le développeur a écrit pour dire attention, là tu fais quelque chose qui contrevient à des principes de sécurité informatique. Ah, ok. Et en fait, la plupart du temps, les attaquants, les portes d'entrée des attaquants, c'est soit des erreurs grossières de développement de la Ouais. part des éditeurs, euh, soit c'est de très très vieux systèmes de fichiers, d'échange, de protocoles, d'applications qui n'ont pas été mis à jour et ils utilisent le fait que à ce moment-là, on n'avait pas ces prérequis de sécurité. D'accord, ok. Ouais, donc c'est l'erreur humaine, quoi. C'est ça. Ok. Si je peux donner un exemple, il y avait un éditeur de pare-feu on a dû protéger en urgence Ouais. parce que si on accédait au pare-feu à un certain endroit, donc en gros en le sollicitant, en allant il est disponible sur internet et en le sollicitant avec un certain paramètre, et ben en fait on pouvait faire ce que un administrateur du pare-feu pourrait faire sans être authentifié comme un administrateur du pare-feu. Ah ouais, d'accord. Direct être parce que administrateur, c'est C'est vraiment ça. d'avoir la main mise Donc on peut sur ouvrir quelque le chose. pare-feu en disant bah ouvre tout, désactive les protections, laisse tout passer. Ok, et est-ce que tu peux juste recontextualiser un peu ce qu'est un pare-feu pour les jeunes qui nous regardent et peut-être ne le savent pas? Alors effectivement, il y a beaucoup d'anglicismes ou d'abréviations techniques. N'hésitez pas à me demander. Un pare-feu, c'est un boîtier physique ou virtuel, ça existe maintenant en virtuel, qui est posé en frontal des réseaux des entreprises. Alors là, déjà, ça commence à être un peu trop technique. Est-ce que C'est tu trop peux... technique. Ouais, même si c'est... C'est le Ouais, premier, euh, la première brique qui reçoit du réseau quand on rentre dans une entreprise, dans le réseau d'une entreprise. ok, Et le but d'un pare-feu, c'est de fermer la porte à ce qui ne devrait pas entrer et d'ouvrir la porte à ce qui devrait rentrer. ok. D'accord, bah très bien. C'est un peu le portier, quoi, de C'est la ça. maison. Ok. Pour vous donner un exemple pratique, à Storm Shield, à mon entreprise, on se connecte avec des cartes à puce, donc des cartes, ça ressemble à une carte bancaire au final, Mhm. euh, au boîtier. Chaque collaborateur a sa carte à puce. Il indique qu'il souhaite se connecter au réseau de l'entreprise puisqu'on fait du télétravail.
en s'identifiant avec cette carte à puce et personne d'autre ne rentre. Ok, et là, mettons si ton ordinateur, tu le sais pas, il a chopé un virus, mettons, et que tu te connectes au réseau de ton entreprise, est-ce que le pare-feu justement te rejette dès le début, ou est-ce que au contraire il t'accepte, et là ça peut être un peu grave parce que tu propages un peu la chose. Alors s'il utilise le réseau, enfin oui, le réseau dédié où je me suis authentifié avec ma carte à puce, ça sera considéré comme étant moi. D'accord. Donc le pare-feu va me laisser passer dans une certaine mesure, hormis si Elliot fait des choses vraiment très très étranges, Ouais. parce qu'il y a d'autres types d'identification. La sécurité, elle est en plein de manières différentes. Et la sécurité informatique, elle est rarement binaire, où c'est oui ou non. C'est plein de couches disposées les unes derrière les autres. Et si jamais une échoue, on s'attend à ce que les autres détectent la menace. Forcément. Ok, d'accord. Bon, bah c'est rassurant. Et alors la dernière image que tu nous as partagée, c'est quoi? C'est des graphiques? La dernière image que je vous ai partagée, c'est le produit sur lequel je travaille. En fait, D'accord. Storm Shield, en tant qu'éditeur de logiciels de sécurité, travaille sur des logiciels et aussi sur des pare-feux physiques. Mhm. Moi, je suis sur ce qu'on appelle un EDR. Et pour vous donner l'explication courte, Ouais. c'est une sonde sur un poste, donc mon ordinateur par exemple, qui va écouter tout ce qui se passe et se dire c'est curieux, cette action-là enchaînée avec d'autres actions-là, elle est plutôt symptomatique d'une personne qui fait une attaque informatique plutôt que de quelqu'un qui travaille normalement sur son poste. Ok, donc c'est intelligent quand même, justement. C'est ça. L'objectif, c'est de faire du Cool. comportemental Ouais. et d'identifier des menaces au plus proche. Donc, quand quelqu'un va démarrer, dans mon exemple, un document Office qui est malveillant, on va voir que le document Office fait des choses étranges. C'est pas simplement quelqu'un qui fait sa fiche de paye ou qui fait son exposé. Et il va détecter des comportements aberrants. Et en Ok, fait, les super. graphiques que vous voyez, c'est la vue d'un administrateur de ce logiciel et qui va lui dire, attention, là, c'est un exemple où tu as 152 alertes de sécurité à gérer. Ah ouais. C'est dilué dans le temps, évidemment. Ouais, ouais. Euh, Ça lui permet de Ok. visualiser ce qui se passe sur son parc. Ok, super. Bon, bah ouais, au moins là, on y comprend un peu plus ton métier. Donc, merci pour cette petite présentation. Je te propose qu'on passe un peu au cas concret pour aller encore plus en détail et puis un petit peu résumer ce qu'on s'est déjà dit. Donc, du coup, au niveau du cas concret, dans les missions, tu nous as dit assurer la sécurité informatique des clients. Donc, bien évidemment, c'est vraiment ton but. Ensuite, quel problème? L'absence de généralisation des protections. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Ça touche un peu au cœur de notre métier. Globalement, avec notre façon de voir la sécurité informatique, on va se dire tel comportement, je reprends l'exemple de l'EDR, hein, tel comportement est totalement malveillant. Il est impossible qu'un utilisateur ou qu'un logiciel correctement développé fasse ça. Mhm. Mais malheureusement, comme je vous expliquais, on a 30 ans d'historique de développement logiciel et ça arrive que chez des clients, des protections génèrent ce que nous on appelle un faux positif, c'est-à-dire on a détecté un comportement qu'on considérait malveillant à tort sur une application du client. D'accord, ok. Juste parce qu'elle n'est pas bien enfin, programmée ou ce C'est genre de ça. choses alors. D'accord. Ok. Et donc les solutions, trouver un équilibre entre la protection et les besoins du client, bien évidemment, pour pouvoir accompagner le tout. Ok. Alors on a une question dans le chat qui m'a fait penser à une question que je vais te poser avant d'en parler. Au niveau de, justement, tu nous en as parlé très brièvement, mais il y a de l'anglais du coup dans ton travail. Alors Tu es entouré d'anglais. oui, c'est un milieu à 90% anglophone. À Storm Shield, on parle en français et on documente en français, mais la majorité de la population en cybersécurité et en informatique en règle générale documente, trace l'information en anglais, justement pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc l'anglais est globalement un prérequis pour ce genre de métier.
D'accord, ok. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à travailler votre anglais. Et justement, on va remonter le temps avant de répondre aux questions pour aller sur la prochaine slide qui est justement ton parcours. Est-ce que toi, de base, tu étais fort en anglais pour commencer? De base, scolairement, j'étais très fort en anglais. D'accord. J'avais pas vraiment de problème. Et en fait, ça vient du fait que l'informatique, ça m'a tout de suite parlé. J'ai rapidement accroché. Et il y a donc c'est en première partie ça, donc je me suis documenté et forcément on retombe sur de la documentation en anglais, donc on est obligé d'essayer de chercher à la comprendre. C'est sûr. Et en deuxième, moi j'ai grandi avec le début de YouTube et qui n'était pas forcément un milieu très français au début. Je vais me donner un nom au hasard, Squeezie n'existait pas. Ouais. Mais par contre, des youtubeurs anglophones existaient. Et donc en fait, j'ai appris l'anglais à écouter des gens faire des vidéos YouTube en anglais. Ok, donc à l'époque de Smosh et tout ça, quoi. Tout ça, Ouais, c'est ça, Smosh, ok. ouais, PewDiePie, ce genre de profil de youtubeur, ouais. Ok, et du coup c'est comme ça que ça a commencé à de plus en plus à t'intéresser, et puis t'as quand même pu en plus pratiquer un peu de l'anglais parce que t'en entendais plus souvent. C'est ça. Ça, c'est cool. C'est trop bien. Je trouve que c'est génial quand on apprend l'anglais, ou au moins on se familiarise avec l'anglais par le loisir et non pas que par l'école. Ça, c'est toujours mieux, comme on vous dit, de trouver des intérêts dans les matières que vous avez, en tout cas au lycée ou au collège, mais que vous retrouvez aussi dans vos loisirs. Du coup, toi, tu as fait un bac scientifique SVT, et par la suite, tu as fait une PACES en médecine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parcours? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire après la troisième, ou au contraire, tu as un petit peu suivi au hasard en disant bah tiens, ça je vais tenter ça. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce virage à 360 degrés? Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai grandi dans un milieu médical scientifique. La biologie m'a toujours intéressé. En gros, j'avais à l'âge de choisir mon orientation, j'avais deux passions, c'était la biologie et l'informatique. Ok. Et entre guillemets, mon loisir ou ma récréation, c'était l'informatique. Et il y a une peur que j'avais à l'âge où nos auditeurs doivent avoir, c'est que j'avais peur que quelque chose qui me fasse plaisir, à partir du moment où ça devienne mon métier, Hmm. je n'y Ça fait prenne plus de pareil. plaisir. Hmm. Donc je savais que la biologie m'intéressait et que j'avais des plutôt bons résultats scolairement. Donc je me suis directement lancé dans les premières années communes aux études de santé, je crois que c'est ça l'abréviation, Ouais. dans médecine. Ça n'a pas fonctionné, en grande partie parce que j'avais des bons résultats scolairement, mais la première année de médecine, c'est un autre niveau. Ah oui, oui, c'est chaud. Euh, pour ceux qui ont besoin un peu de contexte, c'est 10%, je pense, moins 10% de l'effectif qui est reçu en deuxième année. Hmm. C'est énorme. Euh, et globalement, sans prépa, c'est très compliqué. Donc j'ai échoué, mais j'ai fait ce que je voulais faire. Et j'avais un plan B qui était toujours l'informatique. Donc c'était toujours ça. Je me suis pas retrouvé sur le carreau. Et côté université, ils ont l'habitude du coup d'avoir 90% de l'effectif qui doivent trouver une autre filière. Donc on considérait que si la première année de médecine était acquise, mais pas dans le classement, Hmm. on validait n'importe quelle première année scientifique à l'université. Ah, c'est bien ça, au moins. Alors c'est très bien, oui, ça permet d'éviter de perdre une année entre guillemets, ça évite d'avoir à redoubler. Donc mon université, c'était Nancy-Metz, proposait une licence en informatique. J'ai postulé pour arriver directement en deuxième année de licence, ce qui a fonctionné. Par contre, on nous avait dit, vous inquiétez pas, vous aurez des cours de rattrapage. Et il s'avérait qu'il n'y avait pas vraiment de cours de rattrapage. Ah mince. Ah, Donc donc là, du coup, c'était, tu t'es retrouvé lâché dans un milieu où il fallait que tu apprennes c'est deux fois plus ça. vite. Ouais, Donc il fallait vraiment s'accrocher. ouais. Mais ensuite, quand on se dit c'est ma deuxième chance et entre guillemets j'ai pas de plan C, Hmm. euh, on n'a pas d'autre choix que de s'accrocher. Bien sûr. Ok. Et
donc tu as continué, tu as même fait un master sécurité informatique, c'est super ça. C'est ça. Dans le milieu informatique, entre guillemets, ça s'arrête jamais au bac+2 au niveau technique. Globalement, c'est des personnes qui rentrent sur le marché soit en bac+3, soit en bac+5. C'est beaucoup plus intéressant d'arriver en bac+5. Donc j'ai fait un master. Et CIRAV, c'est une spécialité, parce qu'en fait, à l'université, on se spécialise en dernière année de master. C'est le cursus dédié à la cybersécurité. Ok, donc déjà là, tu savais un peu vers où, enfin, qu'est-ce qui te plaisait le plus en soi dans l'informatique, quand même. Oui, Ok. j'avais des petites notions. Je sais pas si je devrais dire ça, mais j'étais un grand tricheur quand je jouais. Et Oh, en fait, bravo! ouais, je passe pas fier de le dire. Maintenant, je ne triche plus, bien entendu. Ne trichez Oui, pas, parce que c'est ce que mal. tu dis ça parce qu'il y a des gens, je sais que tu triches encore. Ne me la fais pas à Ouais, moi, Eliane. je, je ne répondrai pas à ces accusations. Et en fait, quand on triche dans les jeux en informatique, on passe par les mêmes techniques que certains attaquants informatiques. Ok. Ça se recoupe. Donc t'étais un peu un attaquant, quoi. Ça revient à attaquer des jeux. Tricher, oui. Ouais, c'est vrai qu'après, quand on y pense, bah totalement. Totalement. On suit pas les règles, en tout cas. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça t'a donné un peu cette envie de te dire, ah bah tiens, C'était l'impulsion, ouais. ouais, ok, trop bien. Et est-ce que maintenant, avec le recul, tu te dis, ah bah tiens, est-ce que j'aurais peut-être pas dû continuer un peu médecine? Ou au contraire, tu te dis, bah heureusement que j'ai eu cette reconversion. Alors, médecine, c'était 2 années maximum. Il n'y a pas de troisième année en médecine, on retriple pas. Ouais. Donc c'était définitif. Ça aurait été un milieu alternatif en biologie, ça aurait été possible. Euh, mais ça aurait pas pu être médecine. Et avec le temps, en grandissant, et c'est quelque chose que tout le monde expérimente, je me serais rendu compte que la proximité avec les clients, la proximité directe, vraiment de dialogue, Mm. euh, ça m'aurait pas forcément plu. Ouais. Si j'avais persévéré en biologie, ça aurait été peut-être dans des laboratoires, par exemple, mais la médecine en tant que telle ne me plaît plus maintenant. Ouais. Donc tu regrettes pas quelque part. Donc je regrette pas, non. Ok, Et bon, bah, ça a été formateur d'une certaine manière, parce que c'est quelque chose en France où on a énormément de mal, on est assez intolérant à l'échec. mm, J'entends redoubler ou changer de carrière. ouais. Aux États-Unis, c'est pas du tout ce profil-là. On a tendance même à valoriser les personnes qui essayent et qui échouent plutôt que les personnes qui n'essayent pas. Mm. Et je pense que c'est un mindset qui vaut mieux adopter parce que il y a que les personnes qui n'essaient rien qui n'échouent pas. C'est vrai, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis petit à petit, on va réussir à faire changer un peu les mentalités, je pense, en France, mais il faut encore quelques petites années. Ça a déjà commencé avec le nouveau Ouais. bac, et les nouvelles orientations, puisque maintenant c'est les étudiants qui choisissent leur matière, Mm. là où c'était des matières imposées. Bien sûr. Très bien. Bon, bah super. Alors, on a pas mal de questions dans le chat, notamment d'un certain Nicolas qui apparemment s'y connaît pas mal en informatique. Je vais t'en poser une parce que alors je n'ai pas compris la question, donc peut-être que tu vas pouvoir me l'expliquer. Qui dit est-ce que c'est la méthode de travail agile ou une autre qui est utilisée quand tu travailles en équipe? Nous, on fait que de l'agile. Qu'est-ce que Et c'est? pour les personnes qui se demandent ce que c'est, euh, on va abréger ça enfin raccourcir ça en disant on fait des cycles courts de développement euh, où on montre ce qu'on a développé au client avant que ce soit terminé, ce qui est un peu étrange d'une certaine manière, Ok, pour que le client valide que c'est ce qu'il attend. d'accord. Bah, c'est Et un en petit peu gros, comme si tu lui faisais un schéma en fait, quelque part. oui, c'est à peu près ça. Et en fait, ça vient du problème que avant, la gestion de projet était ce qu'on appelait en cycle en V, qui se traduit en vous avez ce que vous avez demandé. Et le Ah, problème, c'est qu'un client, il demande des choses, mais nous, on les interprète. Et ensuite, on en déduit ce qu'il doit avoir.
Et finalement, c'était assez problématique comme méthodologie de travail. Donc, les entreprises de l'informatique au sens large, mais la méthodologie agile, ça s'applique à plein de domaines, on tend vers l'agile. D'accord. Ok. Ok. Bon, c'est un peu plus clair, même si j'ai pas tout compris, mais c'est un peu plus clair. Donc merci. Il y a aussi une question de Emeline dans le chat qui te demande qu'est-ce qui fait un bon ingénieur sécurité? C'est quoi les critères pour un bon ingénieur de sécurité? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un esprit critique. Il faut avoir un esprit critique. Et ça amène à une forme un peu de paranoïa. C'est ce qu'on associe souvent avec la cybersécurité. C'est qu'on a tendance à rarement prendre les choses comme étant ce qui est décrit par les plaquettes commerciales. Et il faut aller au bout des choses, savoir remettre en question, valider que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner, qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Donc la démarche ingénieur, c'est de la résolution de problèmes, donc ça nécessite un esprit critique, et encore plus en cybersécurité, parce qu'il faut, entre guillemets, penser à toutes les éventualités. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Il faut sans arrêt être un peu sur le qui-vive pour se dire, ah bah tiens, C'est ça. là il y a une faille, il y a un truc à combler, faire attention, et puis penser, se mettre un peu à la place des attaquants aussi, se dire, ah bah tiens, quelle stratégie ils vont utiliser, va falloir que je bloque. Oui, C'est un peu ça comme un ressemble un jeu petit peu vidéo en fait. au métier de détective Ouais, ou de police scientifique. Ça toi ressemble dans c'est la cet police aspect-là. d'internet. Ça nous est pensé à ça. Ok, super. Donc, je te propose que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins. Donc, dans ce que tu aimes, tu as dit la diversité du métier et l'impact du métier. Est-ce que tu veux un petit peu nous développer ces deux points? Oui, comme ça c'est très synthétique, mais je peux expliquer. La diversité du métier, c'est que c'est pas un métier où on s'ennuie, de C'est bien. par justement le fait que les vulnérabilités, ça se corrige et on en découvre des nouvelles. Il n'y a pas de routine entre guillemets, hormis la routine méthodologique de se renseigner sur les vulnérabilités. Mais nous, en tout cas à Storm Shield, on peut se dire qu'à n'importe quel moment, une vulnérabilité, elle peut devenir émergente au point qu'on se dise il faut très très vite corriger ça. Et donc, il y a pas de train-train, on va dire. Ok, ouais, C'est c'est un, c'est un milieu un peu épanouissant au sens où on saura rarement jamais ce qu'on fera le mois prochain. c'est bien ça, pour le coup. Mm. Ça bouge au moins, ça donne envie de se lever tous les matins. Oui. Et l'impact du métier, qu'est-ce que tu voulais préciser là-dedans? L'impact du métier, c'est que même si dans les milieux aussi techniques, on est rarement au contact du client, on peut se dire, je vais prendre le cas de Storm Shield, on est déployé dans des systèmes informatiques étatiques et on protège l'État, donc d'une certaine manière, on protège les Français. On peut se Ouais. dire, c'est installé dans des hôpitaux, donc on protégera des hôpitaux on protégera le système informatique des hôpitaux. Donc il y a un vrai impact où on se dit, notre métier a du sens. Mais c'est ça, c'est vraiment l'impact, enfin l'armée quelque part de l'ombre. Mm. Ok, bah oui, forcément. Et puis d'aider tout le monde. Et encore merci d'ailleurs de nous aider tous. Sans vous, justement, sans les ingénieurs sécurité, on serait un petit peu embêtés quand même sur Internet, je pense. Donc heureusement que vous faites ce métier, heureusement que ça existe. Donc je te propose qu'on passe à ce que tu aimes un peu le moins, parce que forcément il faut parler des plus et des moins. Tu as dit le manque de formation pédagogique dans la sécurité. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors oui, ça c'est quelque chose que je regrette profondément. Euh, et le cas concret, c'est que j'ai un petit frère qui a l'âge de, je pense, nos auditeurs. Et quand je lui parle de télécharger X ou Y chose, hormis si ça s'appelle virus, ne me clique pas dessus, il n'a pas forcément conscience
de ce que ça devrait être ou ce que ça ne devrait pas être. Il Et fonce du dedans. coup, cette absence de pédagogie, en fait, elle fait prendre un risque à tous les particuliers. Et puisqu'elle est omise, elle fait prendre un risque aussi aux entreprises, puisqu'elle n'est pas translatée dans le milieu de l'entreprise. Et si on avait de la pédagogie d'hygiène des pratiques du numérique, à entendre soit de la part du système scolaire, soit des parents, mais parfois les parents ils sont aussi dépassés par le numérique. Finalement, on aurait beaucoup moins d'attaques informatiques. Oui, bien sûr, Le, enfin, il faudrait des le cours. premier vecteur d'attaque informatique, c'est l'humain. Bien sûr. Mm, bien sûr. Et est-ce que tu as un conseil justement à nous donner, à donner aussi aux élèves qui nous regardent sur justement faire attention parce que c'est vrai que des fois quand on se dit ah bah tiens on télécharge ce fichier, on se pose pas plus de questions ou même si on s'en pose on saurait même pas comment reconnaître un peu un fichier qui pourrait être malveillant. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Comment déceler ça? J'avais vu le cas de Discord qui propageait des virus maintenant à Ah ouais? travers des salons Discord. Oui, ça marche Pas très cool bien. ça. Ah, en plus, moi Ça marche très bien, oui, parce que en fait, les attaquants se font passer pour des utilisateurs, des contacts en fait, et ils se propagent comme ça à travers Discord. En fait, une des règles d'or de la sécurité informatique, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai téléchargé. Ça serait peut-être intéressant de vérifier ce que j'ai téléchargé. Et pour le coup, il y a des outils très très puissants pour ça. Moi, je vais prendre le cas de Virus Total, ça s'appelle. Donc, c'est virus comme un virus et total. Et en fait, vous pouvez soumettre vos fichiers directement à cette application Internet gratuite. Et ça va vous dire si oui ou non le site détermine que c'est un virus ou pas. d'accord, ok. Et c'est gratuit ça ou pas du tout? Ouais, c'est totalement gratuit. Ok, bah ça je le note, hein, virus total. Je vais me le noter quelque part, comme ça je saurai, on sait jamais. Mais ça c'est pratique, c'est des trucs, c'est vrai que comme tu expliquais, on devrait plus nous sensibiliser à ça pour mieux comprendre, parce qu'aujourd'hui on passe tous notre temps sur Internet au final, et si ça arrive même dans les salons Discord, bah, c'est que on peut tous être touchés. Quoi. Et je pense qu'on a tous été touchés sans forcément le savoir aussi, vu que il y en a quand même pas mal des attaquants. Dans les choses que tu aimes le moins, tu as dit aussi vivre avec la réalité du terrain. Qu'est-ce que tu entends? Alors oui, ça c'est la frustration de l'ingénieur cybersécurité. Ça fait aussi partie de l'essence de notre métier. Euh, un exemple concret, ça serait nous en tant que protecteur avec ma sonde de Storm Shield, je vais dire le programme qui gère les mots de passe de Windows, personne n'y accède. Ok. Enfin, personne d'autre que Windows. Parce que ben si on y accède, on a les mots de passe de Windows et c'est pas forcément une bonne chose que n'importe qui ait ses mots de passe. Bien sûr. Et donc on dit non, on bloque. Si vous essayez de récupérer les mots de passe de Windows, on vous bloque. Et donc ça, c'est la théorie. Tout le monde va l'accepter globalement. Je pense que quand je l'ai expliqué comme ça, tout le monde va l'accepter. La réalité de terrain, c'est que parfois, une application métier d'un client va se dire, je vais ouvrir tous les processus, je sais pas moi, tous les programmes démarrés par l'ordinateur à ce moment-là, et il va tomber sur le programme qui gère les mots de passe de Windows. Ok. Par hasard. Et il va être bloqué. Du coup, on a la réalité du terrain qui est on veut protéger les clients. Donc les clients attendent de nous une sécurité maximum, mais quand même vivre avec les désagréments de la réalité de terrain où on ne peut pas se permettre de bloquer le parc informatique du client. Bien sûr, ouais. Donc ça, faut y penser aussi, forcément. Ok. Alors, on a des questions dans le chat. L'heure tourne, donc je vais te les poser assez rapidement. Alors, cette question, tu y réponds si tu as envie. Tu n'es pas obligé d'avoir une réponse. Mais du coup, il y a des élèves de troisième qui t'ont demandé quel est le salaire d'un ingénieur en sécurité. Donc, ce que je te propose, c'est de donner une fourchette d'un débutant à ton poste, si possible en net par mois. En net par mois, d'accord. Alors, c'est bien que vous posiez cette question, puisque le plaisir et la passion, ça ne remplit pas un frigo, ça vous permet pas de vous acheter de quoi vivre. L'avantage de cette niche
de cybersécurité, c'est qu'il y a un très fort besoin. Donc mécaniquement, quand il y a un fort besoin, le salaire est au même niveau. Et on rentre donc sortie de cursus avec le diplôme embauche, on rentre assez facilement avec 2000 euros net par mois. Ok, c'est bien. C'est bien. Donc c'est représentatif de la demande en matière de sécurité informatique. Bien sûr. Ok. Bon, bah, merci beaucoup pour cette réponse. Au moins, ça. Sachant que si Ouais. vous êtes intéressé par ce genre de statistiques, vous pouvez demander aux universités. C'est ce que j'ai fait moi. La majorité des universités gardent des statistiques des personnes qui ont un diplôme et qui sont sorties et qui rentrent dans le domaine du travail. En tout cas, Nancy Metz, c'est ce qu'ils faisaient. Et du coup, une fois qu'on a accès à ces statistiques qui sont libres, on peut identifier pour tel cursus dans telle filière et tel diplôme de l'université le salaire moyen médian euh, de cette filière. D'accord, ok. Ça, c'est cool, ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est bien. C'est Il faut aussi que les personnes qui ont récupéré le diplôme jouent le jeu et Oui. remplissent les questionnaires. Mais une fois qu'on a ça, ça permet de se donner une idée de si je prends ce cursus, à quoi est-ce que je peux m'attendre. Bien sûr. Ok, bah, merci pour l'astuce en tout cas. Et je te propose, enfin tu as une anecdote à nous partager, donc je l'affiche. La voici, tu nous as dit, les personnes pensent qu'être dans la cybersécurité, c'est être un hacker derrière son écran avec une capuche. Alors c'est vrai que, je vais pas te mentir, quand je vois justement ingénieur en cybersécurité, dès que je vois le mot cybersécurité, j'ai un peu cette image qui arrive effectivement, bon pas quand même pas avec la capuche, etc., mais d'avoir ce côté un peu super pouvoir, super héros derrière son ordinateur. Est-ce que c'est quelque chose que tu entends souvent, toi? Oui. Côté cliché, oui, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Je pense que c'est grâce à beaucoup de séries américaines dont je ne prononcerai pas le nom. Euh, le métier de cybersécurité, c'est pas que être derrière un écran. Il y a beaucoup d'évangélisme justement, enfin de cyber-évangélisme à essayer de faire une approche pédagogique du développement logiciel. Ça reste un milieu social. On n'est pas à 100% du temps avec sa capuche à écrire du code Ouais. et à travailler dans son coin. C'est pas du tout ça. Ok, bon, bah, c'est rassurant en tout cas, même si maintenant on comprend beaucoup mieux ton métier grâce à ton intervention, donc merci beaucoup. Alors, on a une question justement dans le chat et ça me fait super plaisir de la voir. C'est justement une professeure qui demande est-il possible de rentrer en contact avec Monsieur Viss pour éventuellement une intervention lycée? Alors ça tombe bien parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Voilà, parfait. Donc oui, c'est possible. Trop bien. Est-ce que, bah après, je sais pas comment on peut te retrouver sur LinkedIn ou ce genre de choses? Vous pouvez taper Elliot Tiss sur un moteur de recherche. Je pense que Google vous renverra vers mon site internet et vous aurez Ah, mes super. coordonnées. Ah, bah ton site internet, c'est parfait. C'est parfait. Ok, bon bah voilà, comme ça vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez avoir Elliot dans vos salles de classe. Moi je trouve ça super, franchement pour le coup, je trouve ça génial. Et comme tu l'expliquais juste avant, il faut un peu plus bah, de sensibilisation autour de la cybersécurité. Donc si tu peux en plus de ça te déplacer dans une classe pour en parler directement et répondre encore plus encore avec à répondre encore plus, non, à répondre encore plus de questions. Oui, c'est ça, c'était la bonne phrase, c'est moi qui buguais. C'est encore mieux. Bah, écoute, est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant qu'on se quitte? Oui, j'ai un dernier message. J'y ai réfléchi 10 minutes avant cette intervention. À l'âge où vous avez, que j'ai eu un jour, je suis pas si vieux que ça, donc c'est moins d'une dizaine d'années, on est très clivé entre est-ce qu'on souhaite faire un métier rémunérateur mais qui nous plaira pas beaucoup, ou un métier qui nous plaira énormément et pas forcément rémunérateur à la hauteur de ce qu'on attend. Euh, c'est très important pour vous que vous fassiez ce travail de recherche personnellement, parce que oui, même s'il y a des aides,
des outils, des personnes qui font ce métier, c'est pas eux qui vont gérer les 30 prochaines années de votre vie. Il faut absolument que vous pesiez le pour et le contre de ces options individuellement et ne surtout pas s'enfermer dans un métier qui vous fera gagner des milliers d'euros mais qui ne vous plaira pas parce que vous tiendrez pas le coup. Personne n'a envie d'aller travailler le matin à reculons. C'est clair. Et il faut un métier qui vous plaît mais qui vous permette de vivre en parallèle. Ne faites pas comme moi, ne cherchez pas à être archéologue par exemple, ça n'existe plus ce cursus de Ah, tu manière nous l'avais professionnelle. caché ça dans la Ouais, c'était présentation mes du rêves parcours. d'enfance. D'habitude, les gens sont pompiers ou astronautes. Moi, c'était archéologue et j'ai vite découvert que non, ce n'est pas rémunéré archéologue. Ouais, bah, c'est ça le problème forcément, donc de voir un peu la réalité du terrain et c'est à ça que servent les live métiers. Donc merci beaucoup Elliot, est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Ah, bon, ça fait plaisir parce que moi aussi, là, je vois que l'enseignante a répondu et qu'elle dit effectivement, j'ai trouvé vos coordonnées sur LinkedIn, merci. Et Cindy, la modératrice, a bien évidemment posté aussi directement le lien vers ton site internet pour que ce soit encore plus simple. Donc, merci à toi en tout cas d'avoir accepté, d'avoir répondu présent dans cette invitation. Moi, j'ai passé un super moment, j'ai appris plein de choses. J'ai encore 15 milliards de questions, mais je les garderai pour une prochaine fois. Et puis, au moins, déjà, on a pu faire un grand tour sur ton métier pour mieux comprendre. Et je n'oublierai pas tout ce que tu nous as dit sur la sécurité. Je ferai très attention à ce que je télécharge. Donc, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce live métier. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Vous avez le lien, la Cindy vient de le mettre dans les commentaires du Typeform où vous pouvez répondre à un rapide sondage juste pour qu'on puisse s'améliorer pour les prochains lives. Je vois qu'il y a Nicolas aussi qui dit merci d'avoir pris le temps de nous parler de ton métier, ça fait super plaisir. Merci à tous pour votre attention et on se retrouve demain à 11h pour une visite virtuelle des ateliers Weston, donc des ateliers du luxe, de la chaussure, de la maroquinerie de luxe. Vous allez voir, il y a plein de choses super intéressantes à voir demain. Alors, on nous demande est-il possible de récupérer ce live aussi? J'en profite pour répondre qu'il y a bien évidemment un replay qui va être disponible très rapidement sur notre site internet, donc n'hésitez pas à le regarder. Et d'ailleurs, profitez-en s'il y a des replays qui vous intéressent sur certains métiers. On a tout bien mis sur la page d'accueil, donc n'hésitez pas à aller voir notre site internet. Ilan qui dit merci beaucoup, merci à vous. Et puis, je pense qu'on va devoir malheureusement se quitter. Encore merci Elliot pour ton intervention et puis je vous Merci à souhaite vous. à tous une très bonne journée. Au revoir à tous.